Eh bien, je pense qu'une poignée de dissidents américains, comme moi et mes collègues, vont en subir les conséquences. Si ce n'était pas pour des gens comme vous qui s'y opposent, l'Ukraine aurait gagné. Je crois que ceux qui se sont opposés à la politique américaine envers la Russie et l'Ukraine au cours des 10 dernières années seront les principaux boucs émissaires de cette situation. Cependant, nous ne sommes pas ceux qui ont menti à répétition sur ce qui se passait là-bas. We're not the ones who serially lied about what was going on over there. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je suis rejoint par James Carden, un journaliste qui écrit pour divers journaux. Ses articles ont été publiés dans des magazines comme The Nation, Unheard et le LA Times parmi tant d'autres. James a autrefois servi en tant que conseiller pour la commission présidentielle bilatérale États-Unis-Russie sous le président Obama et est actuellement membre du conseil de l'American Committee for US-Russia Accord. James a récemment écrit un article perspicace intitulé « La bataille à venir pour qui a perdu l'Ukraine », dans lequel il soutient que les mêmes personnes qui ont contribué à la guerre en Ukraine iront jusqu'au bout pour justifier pourquoi la perdre serait la faute de ceux d'entre nous qui se sont opposés à cette guerre par procuration dès le début. James, merci beaucoup d'être en ligne. Merci de m'avoir invité. James, c'est un article fantastique que tu as écrit. Permettez-moi de vous citer un instant ici. Vous avez écrit que les médias d'entreprise et leurs nombreux alliés progressistes et libéraux au Congrès vont, avec beaucoup d'enthousiasme, s'allier avec leurs amis néoconservateurs pour rejeter la faute et restreindre davantage l'éventail des discours acceptables. Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là? Comment êtes-vous parvenu à cette analyse? Malheureusement, c'est ce qui se passe depuis l'élection de 2016. Nous avions vu des signes avant-coureurs dès 2014, lorsque la crise en Ukraine a vraiment commencé sérieusement. On pouvait en quelque sorte voir ce qui se passait, et Glenn Greenwald a beaucoup écrit à ce sujet. La crise russe et les accusations selon lesquelles la Russie a volé l'élection pour Donald Trump ont permis aux néoconservateurs, qui étaient assez discrédités après l'Irak, de blanchir leur réputation. Ils sont devenus des faucons très vocaux contre la Russie. Des libéraux déçus, des partisans d'Hillary Clinton et d'autres qui étaient déjà quelque peu faucons en matière de politique étrangère se sont tous unis. Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est une migration des néoconservateurs du Parti républicain vers le Parti démocrate. Un bon exemple de cela, un exemple célèbre à Washington, est Robert Kagan, un écrivain néoconservateur bien connu. Je ne l'appellerai pas un penseur, mais peut-être un publiciste. Il a été la tête d'affiche d'une collecte de fonds pour Hillary Clinton en 2016. C'était un signal pour tout le monde que ces individus retournaient à leur parti d'origine. Le mouvement néoconservateur a commencé à la fin des années 1960 et beaucoup d'entre eux étaient effectivement des démocrates qui sont devenus des avocats et des disciples de Ronald Reagan en raison de sa ligne dure contre l'Union soviétique. Donc en un sens, tout est revenu à plein cercle, mais c'était vraiment le non-scandale du Russiagate qui les a ramenés ensemble. Non-scandal that kind of brought them back together. C'est vraiment important. Le non-scandale du fait que pendant près de 5 ans, Washington a été consumé par l'affaire du Russiagate et la prétendue collusion entre Donald Trump et les Russes. Des commentateurs comme Glenn Greenwald et Jimmy Dore, qui ont analysé cela de manière approfondie, suggèrent que c'était une réaction impulsive des démocrates. Ils ne pouvaient pas accepter la réalité qu'ils avaient perdue face à un animateur de jeux télévisé. Jimmy Dore souligne que les démocrates étaient tellement impopulaires que Donald Trump a pu remporter l'élection. Cela relie la question de la Russie à la politique intérieure des États-Unis. Partagez-vous ce point de vue ou le voyez-vous différemment?
Do you share that view or do you see it differently? Well, no, I mean, I had that view certainly before Jimmy Dore. Je partageais certainement ce point de vue avant Jimmy Dore. Russia's Je pense que la bonne manière de considérer l'implication de la Russie dans la campagne de 2016 est de reconnaître que leurs services de renseignement ont tenté d'influencer la campagne via les réseaux sociaux en utilisant des mèmes sur Twitter et Facebook. C'est indiscutable. Cependant, leurs efforts étaient extrêmement inefficaces et certains étaient franchement ridicules. Mon ancien collègue de The Nation, Aaron Maté, a réalisé le meilleur travail sur le Russiagate. Il est aussi important de noter que ces efforts sont en accord avec ceux d'autres gouvernements étrangers essayant d'influencer les campagnes américaines. Par exemple, les Chinois tentent d'influencer la politique américaine, mais cela ne se compare pas à ce que font les Israéliens. Benjamin Netanyahu a pratiquement endossé Mitt Romney en 2012. Oui, une partie de l'appareil de renseignement russe a tenté d'influencer l'élection. Mais est-ce que cela a fait une différence? Non. Est-ce que Donald Trump était de mèche avec le gouvernement russe? Non. Le conseiller spécial a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de collusion entre Trump et la campagne russe. Ceux d'entre nous qui comprennent la Russie et Trump savaient qu'il n'y avait aucun moyen. Même pendant ses 4 années de présidence, il a eu du mal à influencer le gouvernement américain en raison de son incompétence. Il n'aurait pas été capable de conspirer avec le gouvernement russe. L'accusation selon laquelle la campagne de Trump était de connivence avec les Russes et avait volé l'élection à Hillary Clinton était insensée et sans fondement. Comme il s'est avéré, tout cela faisait partie d'une campagne de coups bas menée par les Clinton. Nous savons maintenant que l'intégralité du dossier Steele a été fabriquée puis diffusée par la campagne de Clinton. C'est un fait avéré. Cependant, il semble que personne ne s'en préoccupe. Les néoconservateurs et les démocrates continuent de blâmer les Russes et Donald Trump pour tout ce qui s'est passé. Ils maintiennent cette narration en vie. Pendant ce temps, les médias libéraux dominants sont tout à fait contents de la perpétuer, utilisant les Russes comme bouc émissaire pratique pour tout. C'est tout à fait exact. L'ensemble était absolument honteux. Ce n'est pas pour défendre la Russie ou Donald Trump. Je n'ai pas voté pour Donald Trump. J'ai eu 2 occasions de le faire, et je ne l'ai fait en aucune occasion. Mais il faut être juste. Oui, le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'être pro-Trump pour être contre Hillary Clinton, n'est-ce pas? Il est assez facile de ne pas l'aimer. C'est pas difficile. Elle a mené une campagne épouvantable. S'est entourée de personnes incompétentes. Et je ne crois pas qu'elle ait fait une seule apparition de campagne dans le Wisconsin. Elle a perdu. Et à Washington, tout ce qu'on entend, c'est Trump, les Russes et ainsi de suite. C'est très insultant pour les dizaines de millions de personnes qui ont voté pour Trump. Les gens qui ont voté pour Trump ne sont pas des maniaques ou des voyous. Ils ont de véritables griefs. Bill Clinton a essentiellement éviscéré la classe ouvrière et moyenne américaine. Ces gens ont perdu leurs emplois. Leurs communautés ont été inondées d'opioïdes et ils meurent par milliers. Leurs enfants sont envoyés au Moyen-Orient pour combattre dans des guerres sans intérêt, revenant à la maison dans des sacs mortuaires, mutilés ou traumatisés. Ceux qui sont responsables du désastre qu'est les États-Unis depuis 1993 semblent aveugles à la raison de la colère des gens. Ils devraient se rendre dans le Midwest et voir par eux-mêmes. C'est ridicule qu'ils ne puissent pas comprendre pourquoi les gens ont pris d'assaut le Capitole. Ne lisent-ils pas les journaux? C'est stupéfiant pour moi. Et encore aujourd'hui, ils ne peuvent pas croire que 71 millions de personnes ont voté pour Donald Trump. Le problème, c'est que personne ne prend ses responsabilités. Et ceux qui ont échoué envers les citoyens américains continuent de grimper l'échelle et de réussir. C'est aussi l'histoire de la politique étrangère américaine.
And that's the story of American foreign policy too. But we can. There's a huge disconnect, Il y a un énorme décalage entre certains groupes de l'élite libérale et une grande partie de la classe ouvrière aux États-Unis. Ce décalage conduit souvent à une vision déformée de la politique étrangère. J'aimerais vous partager une anecdote. Pendant 6 ans, j'ai enseigné dans une université américaine au Japon où je proposais un cours sur la politique européenne. Dans chaque cours, je consacrais une séance au sujet de la démocratie directe, telle qu'elle est pratiquée en Suisse. À la fin de ces séances, je demandais à mes étudiants, pour la plupart américains, s'ils souhaiteraient la démocratie directe dans leur pays. Pas une seule fois en 6 ans, je n'ai eu une classe qui a voté en faveur de la démocratie directe. La raison la plus courante pour laquelle les étudiants s'y opposaient était leur conviction que la démocratie directe ne fonctionnerait pas dans leur pays parce qu'il y avait trop de personnes non éduquées qui feraient les mauvais choix. Ils citaient l'élection de Donald Trump comme exemple de ce type de vote erroné. Cette idée qu'une certaine catégorie de vote est correcte et que tout le reste est erroné est un défaut profondément ancré, je crois, dans les processus de pensée même des jeunes individus libéraux. Voyez-vous cette attitude parmi d'autres parties de la population libérale américaine? Oh, certainement. Oh, sure. Yeah. I mean, if you scratch a liberal, Ouais, je veux dire, si vous grattez un libéral, vous trouverez un autoritaire en dessous. Un ami à moi, décédé malheureusement du Covid et qui était très sage, disait que le plus gros problème auquel ce pays était confronté était ce qu'il appelait le totalitarisme progressiste. C'est particulièrement vrai quand il s'agit de sujets comme Donald Trump et la Russie. Dans un sens, ce n'est pas la faute de vos étudiants, parce qu'ils répètent essentiellement ce qu'ils voient et entendent dans les médias américains. Nous devons nous rappeler que le totalitarisme réel, tel que le nazisme et le communisme, n'étaient pas des mouvements de vieux, mais de jeunes. Ce sont les jeunes qui étaient attirés par ces idéologies. Il y a maintenant un danger qu'une bulle idéologique se forme et attire les gens. Votre article semble aborder ce sujet, suggérant que même les libéraux commencent à réaliser que la façade d'une guerre qui sera bientôt gagnée n'est tout simplement pas réaliste. Ils commencent à changer le récit pour placer le blâme sur ceux d'entre nous qui, dès le début, ont dit de ne pas provoquer la Russie. Nous avons conseillé de simplement déclarer que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN et en rester là, mais ce conseil a été ignoré. Maintenant, ils cherchent des moyens de nous blâmer. Pourriez-vous développer ce point? Oh, sure. I guess I wrote the article because I was so fed up with. Oh, bien sûr. Vous savez, je pense que j'ai écrit l'article parce que j'en avais vraiment assez de ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte que cela faisait presque 10 ans que le Maïdan avait commencé à fermenter, n'est-ce pas? C'était donc l'hiver 2013, et nous voici à la fin de l'été 2023. C'est une prise de conscience. J'ai commencé à écrire là-dessus lorsque j'étais au département d'État. J'ai quitté début 2013 et j'ai commencé à écrire presque immédiatement. Et juste le genre d'abus insensé que beaucoup d'entre nous ont subi, simplement pour dire ce qui est vrai, que ce n'est pas vraiment notre affaire. Et au fait, le Maïdan a été un coup d'État qui a renversé un président très démocratiquement élu. Maintenant, il aurait pu être corrompu. Je n'en doute pas. Mais c'était une élection légitime qu'il a gagnée. Il avait accepté des conditions. Il tiendrait une élection 1 an après février 2014. Ça n'avait pas à se passer comme ça. Mais les idéologues aux États-Unis et en Europe, malheureusement, étaient vraiment pressés de se débarrasser de ce type. Le problème, c'est qu'un tiers de l'Ukraine s'est senti aliéné. Et comme vous le savez très bien, les événements du coup d'État du Maïdan, un coup d'État non démocratique, ont déclenché une guerre civile dans ce pays. En avril de cette année-là, le nouveau gouvernement de Kiev
avec le soutien enthousiaste des États-Unis, a lancé ce qu'on appelle une opération antiterroriste. Ce n'était pas contre les envahisseurs russes, dont il y en avait très peu, mais contre le soulèvement indigène dans le Donbass. Essentiellement, ils ont lancé une opération antiterroriste contre les russophones et les Russes ethniques du pays. Cette partie de l'histoire est souvent ignorée et omise du récit aux États-Unis. J'ai voyagé dans le Donbass et j'étais à Donetsk en 2015, alors que le conflit était en cours. J'ai vu des écoles et des hôpitaux bombardés et des vieilles femmes et des enfants vivant dans des bunkers de l'époque soviétique. Ce n'était pas une grande situation, mais cela a donné un aperçu de ce qui se passait. Ce n'était pas quelque chose dont nous pouvions être fiers, car nous aidions à financer le gouvernement ukrainien dans sa guerre contre ses propres citoyens russophones. Aujourd'hui, les Ukrainiens parlent beaucoup de souveraineté et de leur désir de récupérer leur territoire. Le problème, c'est que, bien qu'il soit compréhensible qu'ils veuillent récupérer leur territoire, en particulier la partie est de l'Ukraine, qui est un cœur industriel, riche en charbon et en ressources naturelles. Ils ont très clairement fait savoir, au cours des 10 dernières années, qu'ils veulent la terre, mais pas nécessairement les gens qui y vivent. Le caractère des gouvernements successifs à Kiev est celui d'un gouvernement ethno-nationaliste. Ce sont les héritiers directs et fiers des nazis. Les gens n'aiment pas entendre cela. Vous n'êtes pas autorisé à dire cela à Washington. Je suis sûr que quelqu'un va déterrer ça et le poster partout sur Twitter en me traitant d'apologiste russe ou de marionnette ou que sais-je. Mais ce qui est vrai est vrai. Je n'ai aucun intérêt personnel dans ce combat. Je ne suis ni russe ni ukrainien. J'ai passé beaucoup de temps dans les deux pays. C'est pas mon problème. Ma famille est dans ce pays depuis des siècles. Et c'était assez amusant pour moi de voir que des gens qui viennent d'arriver dans ce pays se sentent en droit d'attaquer quelqu'un comme moi. J'ai servi au département d'État. Je suis un Américain loyal. Les attaques contre moi, et je ne suis même pas célèbre, je suis une figure très marginale, ne sont rien comparées aux attaques que des gens comme mon regretté ami et mentor, Stephen F. Cohen, ont dû endurer. D'autres, comme Katrina Vanden Heuvel et John Mearsheimer, même mon ami Aaron, ont rencontré des problèmes similaires. Mais à un moment donné, cela devient un peu trop. C'est en partie pour cette raison que j'ai écrit ce que j'ai écrit, parce que ces gens doivent être remis à leur place. Et franchement, j'en ai assez de ce que j'appelle le lobby des nations captives dans ce pays. The Captive Nations Lobby. Explain that. Captive Nations Lobby was a Cold War. Le lobby des nations captives était un vestige de la guerre froide. Il a commencé pendant les années Eisenhower. Ce lobby à Washington était composé d'individus provenant de pays que l'Union soviétique avait soit pris en charge, soit contrôlés de manière effective, principalement en Europe de l'Est. Ils plaidaient pour que le gouvernement des États-Unis adopte la position la plus ferme possible contre l'URSS. Ils étaient essentiellement les premiers néoconservateurs. Ils ont refait surface avec une influence considérable, commençant il y a environ 10 ans. C'est le même groupe de personnes, soit originaires de cette région eux-mêmes, soit descendants de ceux qui l'étaient. Des personnalités comme Anne Applebaum font partie de ce groupe. Ils dominent le monde des think tanks et des médias, façonnant les termes du débat. Cependant, en tant qu'Américain, je crois que les Américains devraient avoir leur mot à dire dans la conduite de la politique étrangère américaine. Ce point de vue est extrêmement impopulaire à Washington. Mais tant pis. That's a radically unpopular view in Washington. But too bad. Et vous savez, également en Europe, un argument que vous entendez sans cesse, que des membres de ma propre famille m'ont dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir une opinion légitime sur la Russie à moins d'être originaire d'un des territoires qui la détestent viscéralement. Ils soutiennent que si vous n'avez pas été occupé par les Russes, vous ne les comprenez pas vraiment. Vous ne savez rien. Vous êtes juste fondamentalement naïf. Et ils disent que seuls les gens de Pologne et ainsi de suite peuvent vous dire de quoi il s'agit réellement.
Mais ces personnes sont aussi très intelligentes, car lorsque je leur dis que je parle à mes amis mongols, qui n'ont absolument aucun problème avec la Russie, ils diront « Oui, mais ils sont tellement proches de la Chine, ils ne savent rien non plus. » Donc cet argument, selon lequel vous devez détester les Russes pour avoir une opinion sur eux, est très populaire parmi ce groupe. Et je pense qu'ils y croient réellement lorsqu'ils le disent. Yeah. Well, yeah, I mean, Oui, enfin. Je veux dire, ils insistent sur le fait qu'il y a aussi quelque chose de très raciste dans toute cette affaire. C'est comme s'ils disaient « Ces gens sont des sauvages et nous comprenons comment ils fonctionnent ». Je ne vois pas les relations internationales sous cet angle. Ont-ils des intérêts légitimes ou sont-ils le seul pays à ne pas avoir le droit d'en avoir? On ne devrait pas être étiqueté sympathisant de Poutine si on regarde la situation et qu'on dit « on peut comprendre pourquoi il ne voudrait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN ». Ça ne devrait pas être une opinion disqualifiante. Ont-ils des intérêts légitimes en matière de sécurité nationale dans leur région ou pas? Nous en avons certainement. Mais cela revient à la vision selon laquelle les Russes d'aujourd'hui paient encore le prix des méfaits d'après-guerre de Staline. C'était il y a longtemps. Ils ont, en un sens, gagné la guerre en Europe à eux seuls, mais cela est également occulté de l'équation. Et c'est une tâche impossible. En tant qu'éducateur, et malheureusement pour vous, ayant eu à essayer d'éduquer des Américains à l'étranger, vous comprenez que c'est une tâche impossible de dire aux gens que c'était réellement l'Union soviétique qui a gagné la guerre en Europe. Non, je veux dire, si vous regardez la guerre, je commence toujours mon cours sur la politique contemporaine en Europe par cela, en m'assurant que les étudiants comprennent que 27 millions de Russes ont perdu la vie. Ensuite, le miracle de l'Europe d'après-guerre, c'est qu'elle n'a pas sombré dans une autre guerre. Il y avait une stabilité entre les Soviétiques, les Allemands et les Français. Nous ne devons pas oublier que les Allemands se sont réconciliés avec les Français et vice-versa, ce qui a essentiellement donné naissance à l'Europe moderne. C'est un énorme succès de réconciliation. Maintenant, alors que nous observons le drame actuel se dérouler, notre seul espoir est que l'Ukraine et la Russie puissent éventuellement imiter la réconciliation d'après la Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Cela doit être l'aspiration. Cependant, c'est mon aspiration, notre aspiration. Je suis conscient qu'il y a des gens à Washington, Bruxelles et Berlin qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher cela, car ils préféreraient avoir un ennemi à Moscou plutôt qu'un ami. Comment ces personnes travaillent-elles aux côtés de quelqu'un comme vous? Vous étiez au département d'État, travaillant avec ces mêmes personnes. Comment cela se passe-t-il? Non, je pense que le titre de conseiller donne peut-être une mauvaise impression. C'était un poste non politique, à mi-carrière. Par hasard, j'ai atterri au département des affaires russes en tant que personne très junior. J'ai eu une grande exposition et j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé aux côtés d'officiers du service extérieur vraiment intelligents et dévoués qui savaient ce qu'ils faisaient. D'après ce que j'ai pu constater pendant mon court passage là-bas, je ne suis pas diplomate, loin d'être au niveau d'un ambassadeur. Ce que je pouvais voir très clairement, c'est que vous aviez des officiers du service extérieur et des fonctionnaires travailleurs, intelligents et dévoués au niveau opérationnel. Puis il y avait les idéologues, les politiques. Et au-dessus, les supérieurs qui étaient des carriéristes et prenaient leurs ordres de marche du Capitole. J'étais là quand les choses ont commencé à se détériorer. Revenant à l'époque où Obama est devenu président, il a lancé la politique de réinitialisation. C'était une bonne idée de repartir de zéro, surtout après la guerre russo-géorgienne de 2008 et avec un nouveau président à Moscou. Poutine était Premier ministre et Obama et son équipe ont vraiment eu un faible pour Dmitri Medvedev sur le plan personnel. Il y avait beaucoup d'espoir que je trouvais mal placé, que Medvedev serait celui avec qui ils auraient affaire. Puis,
lorsque Poutine a décidé de revenir, ce que je pense avoir été provoqué par ce qui s'est passé en Libye, mais c'est une autre histoire pour une autre fois. And I think he was prompted to come back because of what happened in Libya, but that's a different story for a different time. There was like real shock, not in the State Department, not among people who knew what they were doing, but there was real shock. Il y avait un véritable choc, non pas au département d'État ou parmi les personnes bien informées, mais à la Maison-Blanche. Une indignation a éclaté sur la colline du Capitole et les choses ont commencé à dégénérer. Puis, le président Obama a fait l'erreur significative de nommer Michael McFaul, un professeur très politique, comme son ambassadeur. McFaul n'est pas exactement un expert de la Russie. Il est davantage un promoteur de la démocratie et un enthousiaste pour le changement de régime et les révolutions de couleur. En même temps, William Browder faisait du lobbying au Capitole pour l'acte Magnitsky. Il a vu une opportunité lorsque la Russie rejoignait l'OMC et que les États-Unis devaient mettre fin à l'amendement Jackson-Vanik, une loi de l'époque soviétique concernant l'immigration. Browder a poussé pour des sanctions avec ses alliés au Capitole. Ainsi, nous avions la situation Magnitsky, le lobbying de Browder, le retour au pouvoir de Poutine et l'arrivée de McFaul à Moscou. Les choses ne se sont jamais vraiment rétablies après cela. 1 an plus tard, les manifestations de Maïdan ont eu lieu en Ukraine. Je dis tout cela parce que j'ai beaucoup observé. Ce que j'ai vu, c'est que l'administration et le département étaient sous une pression énorme de la part de certaines des personnes les plus ignorantes et les plus nuisibles de Washington. Cela inclut le sénateur Ben Card du Maryland, qui n'a aucun lien de parenté avec moi, et le sénateur Robert Menendez, qui a vraiment mené la charge. À mon avis, il porte une grande part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. In my view, they bear a lot of responsibility for where we are today. You know, one of the Vous savez, l'un des livres écrits par une figure très importante de la politique étrangère des États-Unis, qui est assez populaire, en particulier parmi les Russes qui essaient de comprendre ce qui leur arrive, est Le Grand Échiquier de Brzezinski. Et si vous regardez comment les choses se sont développées, on dirait qu'il était soit un prophète, soit qu'il a simplement exposé le plan de jeu, car il semble que les événements se soient déroulés exactement comme décrit. Mais quand je vous écoute, on dirait que les politiques de la Russie sont le résultat d'une grande incompétence et ignorance, essentiellement un gâchis complet du plus haut niveau. Alors, lequel pensez-vous que ce soit? Ces deux facteurs interagissent-ils entre eux pour créer ce terrible scénario? Yeah, I think it's a little bit of both. I think that Brzezinski, Oui, je pense que c'est un peu des deux. Brzezinski, qui était polonais, a été nommé conseiller à la sécurité nationale par le président Jimmy Carter après les élections de 1976, prenant ses fonctions en 1967. Je crois que c'était l'un des soi-disant sages américains, Robert Lovett, qui s'est plaint qu'on ne devrait vraiment pas nommer quelqu'un qui n'est pas américain à un tel poste. Des années plus tard, j'ai écrit un article pour défendre Brzezinski contre cette accusation. Je dois dire que de tout ce que j'ai écrit, et à présent, je dois avoir publié environ 1 demi-million de mots, cette défense de Brzezinski était probablement la chose plus stupide que j'ai jamais faite. Lovett avait tout à fait raison. C'est une combinaison des bagages que les gens apportent avec eux. Cela nous amène au lobby des nations captives à Washington. Ils portent tous ces bagages ethniques, tous ces souvenirs. Par exemple, leurs grands-pères ont eu du mal dans la zone de résidence et maintenant, ils veulent prendre leur revanche sur les Russes. had a hard time in the Pale of Settlement, and so now we're going to get our revenge on the Russians. Okay. And you have incompetence and cowardice. D'accord, il y a eu de l'incompétence et de la lâcheté. Le président Obama mérite une bonne part de blâme pour cela, car il est assez clair qu'il n'était pas particulièrement intéressé par l'Europe ou les affaires russes. Je crois qu'il a délégué les politiques qu'il a poursuivies et s'est beaucoup reposé sur son amie Angela Merkel pour surveiller cette partie du monde. Les Allemands, après toutes ces années, sont encore des suiveurs américains très enthousiastes, presque de manière éhontée, au point qu'ils rendent presque les Britanniques indépendants.
Par conséquent, Obama n'avait pas besoin de nommer quelqu'un comme McFaul, qui était clairement mal vu par Moscou, pour être son ambassadeur. Il n'avait pas non plus besoin d'accepter les sanctions Magnitsky, qui étaient inutiles, stupides et sinistres. Mais il avait d'autres choses en tête. Si nous devons identifier un moment où les choses ont vraiment commencé à dégénérer, ce serait pendant le second mandat d'Obama. La politique étrangère des États-Unis est tout à fait fascinante. Les États-Unis ont un don pour attirer des esprits brillants au service de leur politique étrangère. Ces individus ne sont pas toujours les plus bienveillants, mais ils sont certainement intelligents. Par exemple, un Allemand est devenu l'un des principaux décideurs de la politique étrangère sous Nixon, puis un Polonais a occupé un rôle similaire sous Carter. Il se passe beaucoup de choses dans les relations transatlantiques. Malgré des revers, comme l'explosion de leur pipeline, les Allemands maintiennent leur affection pour les États-Unis et continuent de suivre les directives de Washington. Cela montre à quel point les élites enracinées des deux côtés de l'Atlantique sont devenues entrelacées. Elles sont pratiquement unifiées à ce stade. Je suis curieux de connaître votre prédiction. Vous suggérez que ces personnes chercheront des excuses pour justifier la perte d'une guerre. Vous prédisez également que la censure aux États-Unis va s'aggraver. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Eh bien, je pense qu'une poignée de dissidents américains, comme moi et mes collègues, vont en subir les conséquences. Si ce n'était pas pour des gens comme nous qui s'opposent à cela, l'Ukraine aurait peut-être réussi. Je crois que ceux qui se sont opposés à la politique américaine envers la Russie et l'Ukraine ces 10 dernières années seront les principaux boucs émissaires de cette situation. Mais vous savez, nous ne sommes pas ceux qui ont constamment menti sur ce qui se passait là-bas. Je veux dire, il n'y avait jamais aucune chance, n'est-ce pas? L'Ukraine n'allait jamais gagner cette chose. Ouais, et tu sais, c'est un fait triste que nous assistons à une époque où divers problèmes extrêmes convergent. Un problème est la prise de conscience que tu peux mentir autant que tu veux sans punition si tu racontes les bons mensonges. Cependant, si tu publies des documents véridiques sur les méfaits du gouvernement américain, tu feras face à de graves conséquences. Même si tu es un citoyen australien qui a publié les informations en Grande-Bretagne, tu seras emprisonné et souffriras indéfiniment. Ils ne te laisseront pas t'en sortir, non pas parce que tu as menti, mais parce que tu as dit une vérité gênante. Ainsi, la véritable vérité gênante est persécutée. Et les États-Unis essaient actuellement d'établir un précédent selon lequel ils peuvent poursuivre n'importe qui, n'importe où pour de telles actions. Ne pense même pas à faire quelque chose comme ça. Et je suis d'accord avec toi. Cette situation va probablement empirer. Je pense, et j'espère me tromper, vraiment. Je vous l'ai sincèrement dit avant que nous commencions à enregistrer, que j'espère ne pas avoir raison. Ce serait bien si les personnes responsables d'avoir conduit l'Ukraine dans ce pétrin et celles qui ont ignoré et méprisé les conseils qui leur ont été donnés par des dissidents américains comme moi et d'autres prenaient leurs responsabilités. Mais cela n'arrivera pas. Non, les personnes qui manquent d'intelligence manquent également de la capacité à comprendre pourquoi elles ont tort. Alors, comme vous le disiez, je ne pense pas qu'ils soient stupides. Ce serait plus facile à accepter s'ils l'étaient, n'est-ce pas? C'est comme dire, eh bien, ils sont stupides, que peut-on y faire? Mais je pense qu'ils sont sinistres. C'est bon. Le narcissisme fait la même chose, n'est-ce pas? Les narcissiques s'aiment eux-mêmes et leurs opinions tellement qu'ils ignorent la possibilité qu'ils puissent se tromper. Quand des gens comme nous se remettent constamment en question en demandant
Pourrais-je avoir tort? Cela n'arrive pas chez les narcissiques et les psychopathes. Malheureusement, des narcissiques et des psychopathes sont aux commandes. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudra pour changer cela, mais je ne suis pas optimiste quant à l'avenir. La perception publique est essentielle. Le bon côté, c'est qu'il y a encore une chance de capter l'attention et de renverser la situation. C'est pourquoi l'établissement des deux partis, démocrates et républicains, a, je crois, si peur de la diffusion de la désinformation et de son influence sur le public américain, le conduisant à voter de manière incorrecte. Cela pourrait compromettre leur projet entier. C'est pourquoi je pense que Donald Trump fait actuellement face à tant de guerres juridiques. Non pas que j'apprécie le bonhomme, je le déteste plutôt, mais il est un outsider. Il ne fait pas partie de ce qu'on appelle le Uni-Party, et c'est pourquoi il est perçu comme une telle menace. Non, c'est vrai. Il est traité comme tel. C'est profondément regrettable, cependant. Je suis vraiment inquiet et je continue de m'inquiéter du fait que son association avec certaines de nos idées rend les choses plus difficiles. Bien sûr. Mais vous savez, ces gens trouveront toujours le moyen de retourner n'importe quoi contre ces idées, quoi que ce soit. Ils inventent des affirmations ou ils interprètent mal. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ces gens soi-disant honnêtes. J'aurais aimé que nous puissions terminer sur une note plus joyeuse, mais c'était très instructif de vous entendre, quelqu'un qui a travaillé de l'intérieur, raconter comment cela s'est passé. James Carden, j'espère pouvoir vous parler à nouveau bientôt. Je vous remercie.